un premier temps qui sera un temps à nouveau d'analyse sur cette mesure qui a déjà été bien analysée. On va essayer de voir un petit peu comment est-ce que sa mise en œuvre a avancé jusqu'à aujourd'hui. Et puis on essaiera aussi de comprendre quels sont ses effets très concrets, soit pour des unités de recherche ou des unités d'enseignement, mais aussi pour des personnes qui sont confrontées individuellement à cette mesure. Dans un deuxième temps, on essaiera de faire des contre-propositions, de véritablement proposer ce qui est notre modèle d'université ouverte et de voir un petit peu ce qu'on peut mettre derrière ce terme d'ouverture de l'université. Et puis le troisième temps qui, à notre sens, est le temps le plus important pour cette journée, on va essayer de réfléchir collectivement aux modalités d'action pour essayer d'amplifier un petit peu cette mobilisation qui peine à mobiliser très massivement sur les campus depuis la rentrée de janvier, même si elle l'a davantage fait au mois de décembre. Et donc on essaiera de consacrer à peu près 2 heures à cette réflexion collective pour passer à l'action toutes et tous ensemble. Pour commencer, en guise d'introduction, on va regarder une vidéo qu'Éric Martin nous a envoyée du Québec qui trace quelques perspectives depuis l'expérience québécoise des mouvements étudiants et puis qui fait quelques propositions aussi pour notre lutte et pour les autres luttes dans l'université à travers. Bonjour, je m'appelle Éric Martin, je suis professeur de philosophie au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, c'est tout près de Montréal, au Québec. Et je voulais vous adresser un petit message aujourd'hui pour offrir mon appui et mon soutien à votre lutte contre la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers qui actuellement menacent la France. Vous aurez remarqué que j'ai ressorti mon carré rouge pour l'occasion, carré rouge que j'ai porté pour la première fois en 2005 alors que j'étais étudiant et qu'on luttait pour contre des coupures aux prêts et bourses de subsistance étudiants. Et par la suite, en 2012, lors de la grève dont vous avez sûrement entendu parler, une grève très importante au printemps 2012 qui avait pour objectif de lutter contre une hausse des frais de scolarité qui était poussée à l'époque par le gouvernement de Jean Charest. Et dans une mobilisation absolument historique, une ampleur et une durée inégalée dans notre histoire récente, et avec une détermination et une grande solidarité, avec beaucoup d'actions de blocage, de perturbation. Bref, à l'issue de tout ça, nous avons bloqué la hausse et nous avons réussi à l'époque à même faire tomber le gouvernement et à provoquer des élections. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les problèmes dans le secteur de l'éducation, de l'université ou même du système d'éducation publique en général soient réglés. La bataille contre la marchandisation néolibérale de l'éducation est une longue bataille et on peut donc gagner à certains moments, mais il reste encore un pas important à faire avant que nous puissions remporter une victoire durable contre cette logique. Et de toute façon, l'éducation ne sera jamais sauve tant que cette conception dominante du développement économique fondée sur la croissance infinie de la valeur et de l'argent va dominer nos sociétés. Donc il va être difficile de sauver l'éducation sans remettre en question le mode de développement dominant. Mais néanmoins, il faut partout aujourd'hui sur la planète mener des luttes de résistance pour défendre les services publics et les institutions contre une logique qui cherche à les transformer en organisation fondée sur une logique lucrative où la connaissance devient une marchandise, les étudiants et étudiantes deviennent des clients. Et c'est d'ailleurs le fond de cette hausse des frais de scolarité qui participe avec une série d'autres mesures que vous connaissez sans doute, hein, par exemple des changements dans la gouvernance, des changements dans l'assurance qualité, des changements dans la recherche, des changements dans la structure aussi des institutions. Je sais que chez vous, on a fait des communes, ce genre de choses. Donc, toutes ces batteries de mesures ou de réformes visent à une seule chose, c'est d'accomplir un rêve qui était déjà illustré dès les années 50 par Milton Friedman et d'autres économistes néolibéraux. C'est de convertir le secteur de l'éducation d'une logique de service public à une logique de marché. Donc nous sommes vraiment dans une dynamique de privatisation et de marchandisation néolibérale de l'université et de tout le système éducatif. Et il est certain qu'une des réformes importantes dans ce changement de culture, c'est de faire accepter l'idée que l'étudiant ou l'étudiante n'est plus quelqu'un qui est un prestataire de service public ou qui fréquente une institution, c'est plutôt un client qui vient se procurer un stock de compétences, quitte à s'endetter. Et donc, dans notre cas, c'est différent de ce qui a été fait ici. Nous, on a plutôt suivi le modèle, je dirais, à la britannique ou à l'américaine ou encore à l'australienne, c'est-à-dire des hausses de frais de scolarité draconiennes qui, au Québec, ont été combattues, mais que dans le reste du Canada anglais, les frais de scolarité ont augmenté énormément. Et bien sûr, si vous regardez l'Angleterre ou les États-Unis aujourd'hui, vous voyez les sommes astronomiques qu'il faut débourser, enfin, pour lesquelles il faut s'endetter si on veut étudier. Et Noam Chomsky disait bien que c'est un instrument également disciplinaire. Dans votre cas, ce qu'on fait,
c'est qu'on va passer par le détour des étudiants étrangers pour faire accepter l'idée que comme ce ne sont pas des citoyens nationaux, donc eux, c'est légitime de les traiter comme des clients et de déréglementer les frais pour eux. D'autant plus qu'ils sont plus faciles à contrôler parce qu'ils n'ont pas la manière de se faire représenter politiquement ou de s'organiser, hein, comme ils ne sont pas souvent sur le territoire, ils n'ont pas les mêmes droits que les citoyens nationaux, donc il est plus facile d'imposer cette révolution culturelle du capital et de l'université marchande en s'attaquant d'abord aux non-nationaux, mais ne vous y trompez pas, et je crois que vous le savez très bien au fond, que ce changement de culture va éventuellement viser à faire accepter, même à tous les citoyens et citoyennes de France, l'idée qu'au fond, eux aussi devront payer des frais de scolarité comme dans le modèle à l'américaine. Et donc, c'est partout sur la Terre. Non seulement on a globalisé le capitalisme ou le néolibéralisme, on a aussi globalisé un modèle d'université néolibérale dont un des traits est ces hausses de frais de scolarité marquées, mais ça ne fait que participer d'un changement plus général par lequel on veut viser l'arrimage école-marché, l'arrimage école-industrie. Donc, on veut que l'université réponde au fond aux impératifs du système technico-économique. Or, nous savons que ce système, d'une part, génère des inégalités sans précédent, mais aussi, bien sûr, est en train de détruire la nature. Nous avons une crise écologique dans laquelle nous sommes qui est absolument catastrophique. Et donc, nous ne pouvons plus continuer dans cette direction. Le sociologue québécois Michel Freytag demandait combien de temps le développement peut-il encore durer. Alors, il nous faut imaginer, comme le disait le mouvement intermondialiste à l'époque, un autre monde est possible. Donc, il faut imaginer non seulement une autre université et un autre système d'éducation qui renouerait avec une idée, je dirais, néo-humaniste, dont le but ne serait pas de former du capital humain docile ou employable, ou simplement produire de la recherche pour les grandes industries, pour produire des innovations technologiques qui ne servent qu'à générer plus de valeur dans les poches de 1%. Nous avons ici une sorte de lutte de classe, au fond, dans laquelle l'oligarchie essaie d'imposer sa conception marchande de l'université, mais de notre côté à nous, les gens ordinaires, les classes travailleuses, nous devons lutter pour faire de l'université ce que mes amis Pierre Dardot et Christian Laval appelleraient un commun, hein, c'est-à-dire une institution dont la finalité ne serait pas simplement d'enrichir de 1%, mais plutôt d'être un lieu dans lequel nous enseignons, nous débattons du patrimoine humain, de la culture, du savoir, et nous formons des êtres humains décents pour le 21e siècle, des gens qui sont capables de vivre ensemble et d'affronter les problèmes du siècle, notamment la crise écologique. Donc nous avons besoin de former des citoyens et citoyennes critiques si nous voulons espérer sauver un peu de ce qui reste de notre monde. Et ce n'est pas du tout ce que va faire l'université marchande. Au contraire, elle va accélérer les contradictions du capitalisme, elle va accélérer l'innovation technologique, elle va accélérer la production économique, toutes des choses qui aujourd'hui devraient être au moins ralenties ou remises en question. L'université est appelée à servir de catalyseur de la folie du développement de la croissance, alors qu'il nous faut plutôt penser qu'elle devrait servir à penser à un nouveau modèle de société pour le 21e siècle, une société dans laquelle, au fond, on aurait à cœur de résoudre d'abord les injustices entre les classes sociales, entre les pays, mais aussi notre rapport à la nature et à l'environnement. Et donc, que l'université ne soit pas un lieu d'aliénation, mais un lieu d'émancipation qui puisse former des êtres humains autonomes, capables de participer à ce que Castoriadis appellerait l'auto-institution de la société. Et donc, contre ce que le sociologue Michel Freytag appelle le naufrage de l'université, il faut absolument résister. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire chez vous, avec le carré rouge également, à ce qu'on m'a dit, ce qui est en quelque sorte réjouissant, même si c'est le signe que la bataille continue, qu'elle n'est pas encore gagnée. C'est quand même réjouissant de voir le retour du carré rouge. Donc, je suis tout à fait solidaire de votre lutte. C'est pourquoi je vous envoie ce message. Ne lâchez pas. Vous savez qu'en 2012, si les étudiants ont gagné, c'est que sans relâche, malgré les pluies de critiques qui se sont abattues et la répression qu'ils ont eue, ils ont tenu bon, ils ont fait des perturbations, des blocages, ils ont tenu aussi longtemps dans la durée, ils ont fédéré avec eux et elles les citoyens ordinaires dans des mouvements de casserole, ils ont réussi à créer un vaste mouvement social qui débordait largement les étudiants, qui incluait pas seulement non plus les professeurs, mais toutes sortes de gens des milieux, disons, des classes travailleuses. Et donc c'est devenu véritablement un mouvement populaire dont la solidarité s'est étendue sur tout le territoire. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut exactement répliquer notre recette, mais ça peut vous inspirer. Et chose certaine, ne lâchez pas. La bataille est longue, la lutte sera rude dans les prochaines années pour non seulement défendre les services publics, mais pour imaginer un nouveau modèle de société post-croissance, post-capitaliste. Mais donc, j'espère qu'on peut peut-être se rencontrer quelque part à travers tout ça, mais si ce n'est pas le cas, pour l'heure, au moins ici en virtuel, et j'ai déjà beaucoup dépassé mon temps, je vous souhaite une bonne lutte. Vous avez raison. L'université vaut mieux que ce que veulent en faire les marchands. Comme disait l'autre, c'est une chose trop importante pour la laisser à des économistes et à des capitalistes. Merci.
Merci Eric Martin pour ce mot d'introduction. On va maintenant passer du coup au premier temps, avec d'abord une présentation d'Hugo Arikermadec du collectif Acide, qui va rapidement nous faire une synthèse de la réforme et de sa mise en œuvre. Et puis dans un deuxième temps, les témoignages d'Olivier Compagnon, de Danae Rivadeneira et de Nyandou Touré, qui, si vous voulez vous installer déjà à la tribune, allez-y. Et puis dans un troisième temps, Eric Fassin nous rejoindra, et malheureusement il n'a pas pu arriver plus tôt, pour nous montrer comment est-ce que Bienvenue en France, c'est véritablement le en même temps macronien à l'œuvre, acquérir les plus riches et en même temps exclure les plus pauvres.